Donc, bienvenue à toutes et tous, bienvenue et merci d'être présentes et présents à toutes et tous nos intervenants et intervenantes. On a un très joli panel représentant, alors évidemment pas exhaustif, pas parfait de la société civile, mais en tout cas d'un certain nombre d'acteurs et d'actrices des domaines de l'éducation et de la formation. C'est la première table ronde de la semaine, de cette semaine internationale de l'éducation et de la formation, aujourd'hui dans le cadre de la SSRE, qui est la Société suisse pour la recherche en éducation. Suivront deux autres congrès sur les questions d'éducation et de formation. Le congrès AREF, Actualité de la recherche en éducation et formation, et l'ESA RN10, l'Association européenne de sociologie sur les questions d'éducation. Alors pourquoi prendre cette thématique de la recherche en éducation et formation et quelles demandes finalement les acteurs et actrices de la société civile peuvent nous soumettre, en tout cas mettre en discussion avec les chercheurs et les chercheuses. Pour notre objectif finalement dans cette table ronde, mais aussi dans un certain nombre d'événements de la semaine, était de mettre en dialogue les acteurs de la recherche du monde académique, les chercheurs, les chercheuses, éventuellement les étudiantes et les étudiants, mais aussi leurs partenaires potentiels ou actuels, en termes institutionnels, des partenaires de recherche, des publics, éventuellement des bénéficiaires, et finalement de réfléchir aux recherches qui pourraient se mettre en place, qui aussi des expériences peut-être passées qui ont mis en dialogue les chercheurs, les chercheuses et les acteurs et actrices de la société civile. Je ne sais pas s'il y a des doctorantes et doctorants qui étaient là juste avant cette table ronde, qui ont participer à un atelier sur les questions finalement de la recherche actuelle, qu'est-ce que ça représente d'être doctorant ou doctorante actuellement, plus spécifiquement dans un contexte de crise. Et finalement, ça fait une continuité tout à fait logique avec les questions qu'on va aborder maintenant pour réfléchir à la suite qu'on peut donner à la recherche. Ça me concerne d'ailleurs plus particulièrement puisque je suis moi-même doctorante ici à l'Université de Lausanne et je travaille sur les questions d'éducation et de formation avec un parcours en éducation spécialisée. Et là, je me suis spécialisée en enfance et famille. Donc je suis ravie de pouvoir mettre aussi en dialogue des représentantes et représentants des différents publics aussi auxquels on s'adresse dans le domaine de l'éducation. On voit aussi qu'il y a un intérêt de la direction de l'Université de Lausanne sur les questions de partenariat avec des acteurs et actrices de la cité dans le cadre des recherches. Il y a un questionnement plus large au sein de l'université sur la manière de faire de la recherche et sur les défis que nous serons amenés dans les années à venir à relever pour les questions justement de recherche. Notamment le plan d'intention de la direction de l'université qui soulève l'importance de l'innovation scientifique, de la recherche-action et de l'importance de la recherche collaborative. Alors, à la fois pour transformer les manières de faire de la science et de la recherche, mais aussi de développer certains savoirs et de collaborer avec d'autres partenaires potentiels. On a eu différentes mesures qui soutiennent la recherche à l'UNIL ces dernières années, l'inauguration de l'année dernière du service de la recherche, il y a l'ouverture qui va arriver d'un fonds de financement interne pour soutenir des projets originaux, particulièrement en sciences humaines et sociales. Et puis le soutien aussi de projets nouveaux et ambitieux pour faire de la recherche avec des méthodes parfois aussi alternatives. Donc c'est aussi l'ouverture de l'UNIL à d'autres manières et d'autres pratiques. Je vous ai proposé de réfléchir à différentes questions en amont. Quels sont pour vous les axes prioritaires de la recherche en éducation et formation à l'heure actuelle? À quoi la recherche en éducation et formation pourrait-elle servir, mais aussi vous servir? Quels seraient les questionnements prioritaires ou latents? Ou les éventuels angles morts que vous pouvez observer dans les recherches que l'on mène actuellement. Et puis finalement, quelles sont les questions que les chercheurs et les chercheuses seront amenés auxquelles les chercheurs et les chercheuses seront amenés à se confronter les prochaines années dans le domaine de l'éducation et de la formation. Et je soulèverai quand même, je défends mon champ, qu'on n'a pas de représentants des enfants, des élèves ou des étudiantes ou des jeunes. Donc on peut aussi imaginer quels pourraient être leurs besoins en termes de recherche pour affronter les défis sociaux, politiques, climatiques, environnementaux auxquels ils seront amenés à répondre dans le cadre de leur parcours d'éducation et de formation, et évidemment plus largement. Et puis finalement, quel rôle l'école et la formation doit ou pourrait jouer là-dedans. Pour l'organisation de cette table ronde, je vais vous donner la parole successivement avec un ordre que je vous ai présenté avant. On va aller dans un ordre chronologique de la scolarité et ensuite aborder des partenaires ou des questions plus transversales, quels que soient les niveaux.
Et on va commencer avec Grégory Durand, qui est le président de la Société pédagogique vaudoise. Vous êtes enseignant depuis 1999, vous avez été assistant et collaborateur d'enseignement et de recherche, donc vous connaissez le monde académique, habitué aussi à ces enjeux, et aussi de la mise en dialogue et de la réflexion sur ces pratiques-là, aussi dans le domaine académique. Vous êtes vice-président de la Fédération des sociétés de fonctionnaires depuis 2014, après avoir été secrétaire général, et puis en parallèle de la présidence de la Société pédagogique vaudoise, vous êtes président de la... Non, c'était ça, en parallèle, vous êtes président de la Société pédagogique vaudoise. Je vous donne la parole pour lancer cette table ronde et je vous remercie de cette mise en dialogue. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, je tiens à remercier les organisatrices et les organisateurs de nous avoir invités parce que ça pourrait être anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Et c'est extrêmement important pour nous d'être présents dès le début au niveau de la réflexion. Je prends l'exemple sur les 3 thématiques qui sont proposées, en tout cas les 2 thématiques, c'est-à-dire l'inclusion et le numérique. Dans la réflexion qu'il y a eu au niveau des départements, les associations professionnelles, les syndicats n'étaient pas inclus dans la réflexion. Et c'est vrai que moi je fais toujours référence à un rapport qui avait été publié par la Commission européenne qui disait que toutes les parties prenantes devaient être présentes dès le début de la réflexion lorsqu'il y avait un changement. Donc dans le début de la réflexion, mais aussi dans la mise en œuvre. Donc j'apprécie qu'on soit invité, puisque je considère que là on est dans la phase réflexion autour de la recherche et de l'avenir. Donc c'est un point extrêmement important. Deuxième point aussi, mais peut-être qu'on pourra en parler par la suite, c'est toute la question de la communication autour des recherches, parce que c'est vrai que nous on s'inspire aussi des recherches, de ce qui se passe au niveau de l'éducation, mais c'est vrai que souvent, les recherches ne sont pas entendues. Elles sont connues, mais ne sont pas forcément entendues par les pouvoirs politiques. Et je pense que ça pourrait être une thématique assez intéressante aussi à approfondir. Donc moi, je me suis vraiment, étant donné qu'on a 6 minutes, 8 minutes, je me suis axé sur les 3 thématiques, c'est-à-dire le numérique, l'inclusion et le bien-être. Déjà, j'ai regardé les programmes des ateliers et j'ai remarqué que pour le numérique, il y avait 21 ateliers, l'inclusion 7 et le bien-être 7. Donc à partir de là, je me suis dit, il y a déjà peut-être une indication au niveau de la recherche. Apparemment, en tout cas, le numérique est plus intéressant pour la recherche, où il y a peut-être plein de choses à faire, en tout cas au niveau du numérique, mais ça m'a un petit peu surpris de voir qu'il y avait autant d'ateliers pour le numérique et moins pour l'inclusion et le bien-être. Le bien-être. Alors, moi, je vais m'axer uniquement sur la question des enseignants aujourd'hui, mais vous verrez que je parle quand même après des élèves. Mais en premier lieu, je vais parler des enseignants et puis du burn-out. Et ce qui m'intéresserait au niveau de la recherche, ce serait le lien qu'il pourrait y avoir, et là, je vais faire plaisir à mon camarade de droite qui est directeur, c'est quel est le lien entre le style de management, le style de leadership, et puis l'épuisement professionnel, le burn-out des enseignants. Et on trouve que ça pourrait être un point extrêmement intéressant, mais je ne vais pas axer uniquement sur la question du management des directeurs et des directrices, mais aussi du management institutionnel. C'est voir de quelle façon ce management peut avoir une influence ou non sur la question de l'épuisement professionnel. Évidemment, au sens large, dans les décisions qui sont prises, dans les injonctions, dans le temps qui est imparti, et aussi peut-être donner du sens. Nous, on a plusieurs enseignants lorsqu'ils sont en épuisement professionnel ou en burn-out, la plupart du temps, c'est pas forcément, il y a beaucoup de choses à faire, c'est plutôt une perte de sens de leur travail. Et ça serait intéressant aussi de creuser, de voir entre les injonctions des directions, du département, du pouvoir politique, et puis la quête de sens. Le deuxième point concernant l'inclusion, et c'est là où je fais le lien à nouveau avec le bien-être, mais là du côté des élèves. Je vais juste vous lire l'alinéa 2 de l'article 3 de la LPS. Principe, donc c'est un article extrêmement important, les solutions intégratives d'accueil préscolaire et de scolarisation sont privilégiées, et ce dans le respect du bien-être et des possibilités du développement de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève en tenant compte de l'environnement, notamment de la classe et de l'organisation des structures concernées. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que quand on parle du bien-être, par exemple, là, de l'élève, je pense qu'on a peut-être deux visions. Vous aurez la vision plus institutionnelle de l'école, des enseignants sur quel est le bien-être de l'élève. Évidemment, vous aurez la vision parentale
sur le bien-être de l'élève. Et voilà, c'est un article qui est au tout début de la loi, qui est extrêmement important, et puis on n'a pas l'impression, des fois, que cet article-là, ce respect, est pris en compte. Et donc je trouverais intéressant de voir comment est-ce que la recherche pourrait définir finalement cette notion de bien-être. Alors déjà savoir est-ce que c'est possiblement possible de définir cet élément-là, et puis voir après de quelle façon, lorsqu'il y a des intégrations ou non, de quelle façon est-ce que l'intégration, le bien-être de l'élève est pris en compte. Je sors de 2 jours de colloque Fribourg sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas encore dans l'école inclusive. Et très souvent, on ne va pas dire souvent, pas très souvent, j'ai entendu parler des résistances du terrain. Et ça m'a surpris parce que oui, il y en a, il ne faut pas se cacher, il y a des fois des résistances du terrain, mais après ce qui est intéressant, et c'est l'élément que je n'ai jamais vu, c'est pour quelles raisons est-ce qu'il y a des résistances du terrain. Puis le deuxième élément concernant les résistances, je n'ai jamais entendu parler pendant ces 2 jours de colloque de résistance institutionnelle, de résistance sociétale, de résistance politique, de résistance globale par rapport à l'école à visée inclusive. Et je trouverais intéressant aussi qu'on ait une vision assez large, peut-être plus systémique autour de l'école à visée inclusive. Et c'est vrai que très souvent, on aime bien appuyer sur le terrain et puis les enseignants qui, et je l'ai entendu, pour leur confort personnel, demandent à ce qu'un élève sorte de la classe. Et le dernier élément, c'est le numérique. Alors apparemment, vous avez déjà la recherche, en tout cas, plein d'idées autour du numérique, mais peut-être un élément que j'aimerais mettre en évidence. Dans le canton de Vaud, on a la mise en œuvre d'un plan éducation numérique. On a eu de la recherche, d'ailleurs de l'UNI, mais aussi de l'EPFL sur la mise en œuvre de ce plan. Mais on a eu beaucoup de recherches, j'ai l'impression, sur la mise en œuvre. Donc savoir comment est-ce que ce plan a été mis en place, comment est-ce que les enseignants l'ont intégré, comment est-ce que ça s'est passé au niveau institutionnel. Mais pour moi, il manque un plan essentiel et le plus important, c'est le plan pédagogique. C'est quelle est la plus-value pédagogique pour les élèves. Donc ok, on met en place un plan numérique, mais qu'est-ce qui se passe concrètement d'un point de vue pédagogique? Est-ce que c'est une vraie plus-value ou non? Et puis, est-ce que c'est une plus-value par rapport à d'autres méthodes ou non? Et puis, à quel moment, parce qu'après, évidemment, on sait, le numérique peut avoir des avantages, mais pour quelles activités et pour quelle autre activité ce ne serait pas forcément profitable. Voilà, j'espère avoir respecté les 6 minutes, 8 minutes. C'est très bien, je vous remercie pour cette première prise de parole et effectivement le respect du temps de parole, puisque je ne l'ai pas dit en introduction, l'idée c'est de mettre tout cela en dialogue et ensuite de laisser un temps de parole aussi pour les questions à la salle. Donc merci pour cette première prise de parole. Et du coup, je vous propose de continuer dans la scolarité avec Françoise Emmanuelle Nicolet. Vous êtes présidente de l'association vaudoise des maîtres et maîtresses de gymnase. L'association défend et soutient les intérêts des maîtres de gymnase qu'elle associe aux décisions concernant la scolarité secondaire supérieure. Vous êtes récemment, il y a quelques années, vous êtes intervenu plusieurs fois dans les médias. En préparant votre présentation, je me suis rendu compte que vous étiez intervenu sur peut-on lire Virginie Despentes à l'école? Question on ne peut plus d'actualité avec la publication de son nouvel ouvrage. Alors, le débat, le sujet n'est pas là nécessairement, mais finalement, on voit aussi qu'il y a certaines questions pédagogiques et réflexions qui reviennent à mesure que l'on a différentes publications. Vous êtes aussi intervenu sur qu'est-ce qu'un prof peut encore dire à ses élèves. Donc voilà, vous êtes bien présente aussi dans les médias pour présenter et puis mettre en lumière et visibiliser les débats, les questions, les enjeux pédagogiques qui se posent, en l'occurrence, au gymnase. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'ajouterai alors mes remerciements plus rapides peut-être que ce qu'a fait Grégory, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir venir ici dialoguer avec l'université et la recherche, et que tous les objets qui sont proposés aujourd'hui à la discussion ont une dimension fortement politique, et que ça n'est pas toujours facile de dialoguer avec les politiques. Dans ce canton, on a changé de chef de département il y a peu. On ne sait pas trop quelle est sa ligne politique, même si on sait ce qu'est celle de son parti. On est donc à un moment clé par rapport aussi à des objets, si je pense le numérique et l'école inclusive, qui ont été lancés par
Madame Amarel, qui était la chef précédente, est aussi d'un parti très différent, peut-être sur l'école, de celui de Monsieur Borloo. Sur le numérique, moi je dirais très rapidement que une des choses, alors je vais me reposer sur mon expérience de prof de gymnase pour m'intéresser à 2-3 choses. Je vois une évolution grandissante, enfin énorme, de la source d'information qu'ont les élèves. Aujourd'hui, la source d'information des élèves, c'est beaucoup le numérique. Alors je prends peut-être le numérique au sens large, mais disons, il y a 15 ans, il était possible de postuler que les élèves avaient en commun un certain nombre de connaissances et un certain nombre de sources d'information. On pouvait se reposer sur certains médias très connus, très célèbres, qui relevaient du quotidien de presque toutes les familles. Aujourd'hui, on voit, on comprend, en parlant avec les élèves, en lisant 2-3 choses, que la source d'information numéro 1, c'est plutôt les réseaux sociaux. Ça crée un hiatus entre les enseignants et les élèves qui me semblerait intéressant d'étudier, parce que moi j'ai régulièrement l'impression que je n'ai rien en commun en matière de source d'information avec mes élèves. Il se trouve que je vais très peu sur les réseaux sociaux. Je ne tweete rien, mais je suis sur Twitter et je n'utilise ce canal pour le moment que pour m'informer, moi, en tant que personne, individu, pas en tant qu'intellectuelle, chercheuse, etc. Je m'informe sur un problème qui m'intéresse beaucoup dans une région du monde que j'ai dans le cœur. Voilà. Et je vois le biais énorme que ça donne sur ma perception, parce que évidemment, je ne suis abonnée qu'aux personnes qui pensent comme moi sur un problème politique précis. Et je vois voilà, ça m'intéresse aussi d'y aller pour voir ça. Et je me dis, mais si je parle de ce sujet avec quelqu'un qui, sur la même problématique, a un avis différent, on n'aura jamais les mêmes sources d'information, les mêmes chiffres, les mêmes éléments. Voilà, donc moi, je questionne peut-être le monde de la recherche sur quelles sont les sources aujourd'hui? Qu'est-ce que le numérique offre aux élèves et aux enseignants de moyens communs de pouvoir partager des savoirs et construire des savoirs? Et puis sur l'école inclusive, qui est quelque chose alors qui nous intéresse beaucoup aussi dans la fêtière syndicale à laquelle appartient mon association, qui est le syndicat Sud, nous avons fait au printemps de cette année toute une soirée pour faire un bilan croisé entre tous les intervenants, toutes les intervenantes fédérées dans le syndicat Sud, qui sont touchés par le concept de l'école inclusive, ce qu'on appelle dans le canton de Vaud le 360 degrés. Alors ça va des enseignants jusqu'aux intervenants, les logopédistes, les ergothérapeutes, les psychologues, les psychomotriciennes et psychomotriciens. Et on a réussi à tirer un bilan de tout cela qui nous montre, qui a confirmé, disons, des choses qu'on pouvait appréhender depuis le terrain, à savoir l'injonction paradoxale qui nous est faite d'intégrer des élèves, d'inclure, sans nous donner en parallèle des moyens de le faire. Alors j'entends par moyens déjà les moyens de comprendre, ce qu'est un élève dyslexique, dyscalculique, de quoi a-t-il besoin. Ce que nous avons comme information, ce sont en général des espèces de contrats, de mesures compensatoires qui ne sont pas toujours très claires, qui ne nous permettent en aucun cas de déduire ce qui est utile à l'élève et pourquoi, et nous construisons un peu nos savoirs comme ça en tâtonnant et en demandant aux élèves. L'autre jour, j'ai demandé à un élève en quoi avoir sa tablette lui changeait la vie, parce que j'ai vu que ça lui changeait la vie, et il m'a expliqué que ça lui permettait de tout avoir sur lui. Alors que jusqu'ici, moi, ce qu'on m'a dit de cet élève, c'est que son problème, c'était d'avoir tout en format A3. Et lui, il me dit non, pas vraiment. Ce qui compte pour moi, c'est que je ne sais pas m'organiser, il me faut une tablette parce que j'ai tout dans la tablette. Voilà. Peut-être chercher ce qui est utile et le transmettre de manière claire et simple pour que il y ait un terrain d'entente, je dirais, plus grand qu'aujourd'hui entre les différents intervenants sur l'école inclusive. Nous avons, lors de on a fait une soirée le 16 mars
pour faire un bilan sur l'école inclusive vaudoise, et il est sorti quand même très clairement l'observation que ce qui existait jusqu'ici et qui a été fortement reproché au canton de Vaud, c'est-à-dire d'avoir trop de jeunes dans des institutions spécialisées, et ça c'est certainement un reproche fondé, a généré le démantèlement de ces structures, sans qu'il y ait en relais la prise en charge dans une école inclusive. Donc il y a là des risques de trop, et ça pourrait être un axe aussi de recherche. Quelles sont les conséquences de ce démantèlement, et en fait comment se passe cette transition des institutions à l'école pour toutes et tous, qui est, je dirais, largement un vœu partagé par les enseignantes et les enseignants. Et s'il y a des freins, parmi les plus convaincus y compris, c'est souvent pour des questions de moyens, c'est-à-dire de ne pas comprendre ce qu'on nous demande, de voir des fois que ce qu'on fait pour l'élève n'est pas adapté, de ne pas savoir que faire, que le temps supplémentaire que cela demande n'est jamais reconnu, et que ça va de soi, que l'on jongle comme ça, avec la nécessité de à la fois conduire une classe de 24 élèves, des fois 26, et l'accompagnement personnalisé de 2, 3, 4, 5 élèves dans la classe même. Voilà, donc ça crée peut-être, je peux dire un dernier mot sur le bien-être. Alors, en tant que syndicaliste, je parle plutôt de santé au travail, et j'inclurais les élèves. Il y a une grande interrogation à savoir si, cette école inclusive, quel effet a-t-elle aujourd'hui? Quels sont les risques psychosociaux qui sont liés à l'école inclusive, tant pour les enseignants, qui sont peut-être dans la perte de sens qu'évoquait Grégory Durand, et puis les élèves aussi, qui ne se sentent, d'après ce que certains nous disent, pas encadrés suffisamment, faute de moyens de l'école. Voilà, ce serait peut-être comme ça que je termine. Merci beaucoup pour cette mise en réflexion des enjeux pour le cadre gymnasial. Je vous propose de continuer avec Philippe Guyot, qui est président de l'Association des directeurs d'établissements scolaires vaudois et directeur de l'établissement primaire de Nyon, Jura-Prangin. Vous avez un parcours aussi, vous connaissez la maison, vous avez fait français, histoire et journalisme ici, j'ai cru comprendre. Vous avez aussi été enseignant, puis maintenant directeur de l'établissement primaire et des réorganisations qui ont pris place dans cet établissement. Vous êtes aussi récemment intervenu dans les médias sur les questions de la pénurie d'enseignants en janvier 2022 en raison de la pandémie. Et puis, je vais vous laisser la parole. Je voulais juste rebondir sur une question, je pense, qui peut nous intéresser dans votre regard. C'est la question du management. J'ai cru lire que vous étiez particulièrement intéressé à ça. Et je pense que votre position de directeur peut nous éclairer dans ces dimensions-là. Merci. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Une réflexion qui me vient tout de suite en écoutant mes préopinants, c'est l'école, lieu de formation ou de transformation. En tout cas, je vous remercie pour cette invitation, tant pour nous, les liens entre l'action sur le terrain et la recherche me paraissent indispensables à l'évolution de la qualité scolaire. Les résultats des recherches en sciences de l'éducation et dans le domaine scolaire en général, eh bien, ce sont comme des miroirs que l'on nous tend à nous les praticiens du terrain, à des moments donnés, et ça nous aide à progresser. En tout cas, nous appelons de nos vœux cette respiration, cette collaboration entre ce qu'on peut dire de nous et comment c'est mis en œuvre. Je m'exprime depuis mon rôle de directeur d'établissement scolaire du canton de Vaud, scolarité obligatoire, et comme président de notre association professionnelle. Je suis en train de m'écouter quand je vous parle et je trouve qu'il y a beaucoup d'écho. Est-ce que ça va pour vous? D'accord, merci. Pour dire que mes propos seront circonscrits à un niveau et un périmètre plutôt opérationnel, localisé sur un territoire spécifique, le canton de Vaud en l'occurrence. Les dimensions stratégiques et politiques, elles, sont plutôt du ressort de la direction générale ou du chef de département. Alors je dirais que la recherche peut nous aider dans deux domaines principaux. Ce qui concerne d'une part le cœur de métier, la pédagogie, c'est-à-dire ce qui intéresse les professionnels du terrain
au contact des élèves qui sont les principaux bénéficiaires de la politique publique scolaire que nous mettons en œuvre. Et puis d'autre part, effectivement, un élément qui concerne le management, la conduite des établissements scolaires. Et ce second aspect, je le dis d'emblée, pour moi, ne concerne pas seulement les directions et les enseignants, mais ça peut être envisagé dans une perspective très large, qui inclut jusqu'aux parents d'élèves, si on considère que c'est la communauté scolaire dans son ensemble qui contribue à la qualité et à la réussite de l'école. Je vais faire bref. Donc, les thématiques principales qui nous occupent actuellement, elles sont bien connues, elles ont été citées. Elles font partie de votre colloque. École à visée inclusive, virage numérique et numérisation, valorisation de la formation professionnelle et insertion dans le monde du travail, et dans une certaine mesure, l'éducation au développement durable. C'est bon. Je crois que je vais changer de micro. Voilà. Est-ce que ça va mieux comme ça? Eh bien, pour moi aussi, je vous remercie. Donc ces 4 thèmes, pour nous, c'est intéressant d'obtenir des données scientifiques à la fois sous l'angle métier, la pédagogie, et puis sous l'angle de la conduite des établissements. Sans détailler trop ce deuxième aspect, on peut catégoriser l'action des directions en 3 secteurs. Chacun d'entre eux fait l'objet d'une nombreuse littérature dans laquelle on peut aller piocher, dont on peut s'inspirer sur le terrain, toujours au prix d'un petit effort de transposition. Ces 3 secteurs, c'est gérer les affaires courantes, piloter le changement et commander lors d'une crise, en situation de crise. Depuis mars 2020, c'est un domaine dans lequel on a acquis de très fortes compétences. Et là où nous avons besoin de vous, en tant que chercheurs, c'est que si on considère que la recherche nous permet de dépasser nos a priori, nos propres représentations, nos biais cognitifs, eh bien on peut développer une posture réflexive qui est indispensable de mettre en œuvre pour atteindre les grands buts qui nous sont fixés: égalité, équité, efficience, efficacité dans le contexte qui est le nôtre. Je me permets de souligner cet aspect parce qu'en effet, la recherche francophone, elle s'oriente très souvent, et c'est légitime, sur la France, le Québec, la Belgique. La recherche internationale, elle a dirigé les regards sur les pays nordiques ou sur Singapour, suite aux résultats PISA des 15 à 20 dernières années. Et puis, c'est parfois difficile pour nous de transcrire ces résultats de manière concrète et opérationnelle chez nous, pour des raisons de contexte qui sont simplement différents. Dans le canton de Vaud, on peut s'appuyer sur les recherches de l'URSP, par exemple, et puis dans une certaine mesure sur les conclusions des mémoires de master des étudiants HEPL, de la HEP, conclusions qui restent sectorielles pour des raisons évidentes. Au niveau intercantonal, en Suisse, on peut également s'appuyer sur le rapport quadriennal du CSRE, le fameux l'éducation en Suisse, mais là également, la transcription pour notre contexte direct, utile, peut s'avérer parfois un petit peu touffue. Il y a certainement d'autres publications que je ne cite pas, vous m'aurez pardonné de ne pas toutes les citer. Donc moi je pense qu'il y a un champ spécifique à explorer, quel que soit le canton étudié, basé sur des recherches-actions aux thématiques vastes, mais qui tiendraient compte de nos spécificités cantonales. Ça constituerait une belle plus-value, le lien entre la recherche et la mise en application, une sorte d'esprit recherche et développement en fait. Ce qui n'empêche bien entendu pas du tout une perspective comparatiste, intercantonale ou internationale. On peut juste rappeler que la Suisse, elle compte 26 systèmes d'éducation différentes. En France, il y en a un. Donc on a une richesse locale directement accessible. Si je devais pointer 2 champs d'investigation que l'on retrouve pour partie dans le programme de ce congrès, en plus de ce que j'ai évoqué précédemment, pour citer un élément en lien avec le cœur de métier, donc la pédagogie, puis un autre en lien avec le management ou le leadership d'institutions publiques. Je dirais que l'apport des neurosciences à la pédagogie, que sait-on du fonctionnement du cerveau dans le processus d'apprentissage? Ça, je pense, c'est très important pour nous de continuer d'être alimentés sur ces éléments-là, parce que le cerveau est parfois perçu comme une boîte noire par défaut. On fait des choses, ça marche, mais on a besoin de comprendre. Et puis l'apport des sciences humaines dans une forme de gestion participative des établissements scolaires, en lien avec l'analyse du climat scolaire. Grégory Durand faisait le lien entre management et burn-out. Je pense que ça s'inscrit dans ce champ-là. Quelles devraient être les compétences managériales partagées
des équipes d'enseignants et de direction qui permettraient une collaboration efficace, harmonieuse. On est en train de vivre une transformation importante dans la prise en charge des spécificités des élèves. Et cette transformation, elle nécessite des compétences accrues en termes d'analyse, de collaboration, et aussi des compétences d'accompagnement de cette transformation. Là, une comparaison avec d'autres métiers de l'humain, comme le domaine des soins, pourrait s'avérer, je pense, assez fructueuse. Donc, en conclusion, ce que je dirais, c'est qu'une recherche-action qui serait utile au terrain devrait permettre de situer nos pratiques, de les objectiver, de proposer des pistes d'analyse, de régulation. L'enjeu très fort, il est constitué par le transfert de connaissances entre votre domaine et le nôtre, leur utilisation de ces connaissances et puis leur diffusion. On peut aussi être sur le terrain des canaux de diffusion, par exemple lors de soirées de parents. Et ça aussi, ça constitue une compétence à développer. Ça devrait permettre de valoriser votre travail, notre travail, le travail de tous les acteurs qui gravitent autour de ce champ, tout en conservant quand même une part d'humilité. Et je termine mes 10 minutes simplement en citant Camus, qui disait que l'école prépare les enfants à vivre dans un monde qui n'existe pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer la réflexion justement sur l'ouverture de l'école à différents acteurs. Vous avez parlé des acteurs politiques, des acteurs administratifs, et là, je vous propose de continuer la réflexion avec les parents et quels sont les enjeux auxquels les parents doivent aussi répondre en termes d'éducation aujourd'hui. Voilà. Donc je vous cède la parole, Marie-Pierre Van Willem. Vous connaissez aussi bien la maison. Je racontais avant que vous, sauf erreur, vous étiez la dernière conférence qu'on a vue pré-Covid dans les mardis de l'Obsef. Donc on est ravis de vous avoir de retour post-Covid et toujours là. Donc vous êtes présidente de l'association des parents d'élèves du canton de Vaud, qui s'engage pour une école respectueuse et équitable envers tous les enfants et qui soutient et renforce la collaboration avec les familles pour favoriser le dialogue entre parents et école pour une véritable coéducation. Vous avez aussi récemment participé à différents débats sur la question épineuse des devoirs à domicile. Vous avez aussi publié avec Serge Ramel et différents collègues de la HEP Vaud un article en 2018, « Tous élèves, tous différents, représentation sociale de parents d'élèves sur l'inclusion scolaire ». Et on se réjouit d'avoir votre perspective là-dessus. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à toute l'équipe de nous accueillir aujourd'hui pour ce thème qui est très intéressant de la recherche, comment la recherche peut venir aider l'éducation. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est un thème qui nous a beaucoup interpellés. Donc, je suis très contente de pouvoir venir témoigner de comment on a vécu ça déjà de notre côté. Donc, je ne vais pas refaire l'historique de l'association des parents d'élèves. Vous connaissez en gros. Donc, juste dire que finalement, dans le système actuel au niveau vaudois, la vraie représentation officielle des parents, elle existe dans ce qu'on appelle les conseils d'établissement, qui met autour de la table donc l'école, les communes, les parents et la société civile. Je fais rapide. Mais voilà la vraie représentation des parents. C'est là qu'ils ont en fait un espace pour se faire entendre, partager, dialoguer, etc. À côté de ça, on a évidemment les associations de parents d'élèves dont on s'occupe, mais c'est pas une représentation officielle. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place, qu'on essaie de promouvoir. On a un système qui fait qu'on a une fêtière au niveau du canton, avec à peu près une quarantaine de groupes qui existent dans les établissements scolaires. Donc, les partenaires sont un peu différents. Pour nous, au niveau de la fêtière, on est plutôt en dialogue ici, mais avec tous mes collègues ici à côté, et disons au niveau départemental. Et puis on a nos groupes qui agissent plus au niveau vraiment de chaque établissement. Alors si la représentation de l'APE, l'existence de l'APE est très reconnue et valorisée, je dirais même au niveau cantonal, c'est pas toujours aussi évident au niveau des établissements. C'est quelque chose qui existe, je dirais, en pointillé. Avec des établissements qui sont très partants, très dans la collaboration, et puis d'autres beaucoup moins. Donc c'est assez inégal et c'est une place qu'on doit se faire. Donc c'est ce qui me porte en fait au prochain sujet par rapport à la recherche aussi, c'est que pendant longtemps on a travaillé, on travaille toujours dans ce sens d'essayer d'être
adéquat par rapport à ce on attend de nous, par rapport à la place qu'on nous fait dans le système, etc. Qui est pas une énorme place, il faut le dire, malgré que en fait, je pense qu'il n'y a pas une personne ici qui serait... Ok, désolé. Il n'y a pas une personne ici, ah oui, c'est vrai, c'est beaucoup mieux, qui serait contre le fait de dire que la présence des parents dans le système, elle est super importante. Je pense que tout le monde s'accorde pour ça, vraiment. Il n'y a pas vraiment d'avis contre là-dessus. La question est de savoir comment. Jusqu'où, dans quelle proportion, sur quel sujet, pas le pédagogique, mais sur le bien-être. Et je vous entendais, Monsieur Guillot, bien sûr, sur tout ce qui est les projets d'inclusion scolaire, etc. Je pense que pas une personne serait d'accord en disant qu'on peut faire une école à visée inclusive très efficace, surtout en ne parlant pas aux parents. Donc non, évidemment que je pense que tout le monde a bien compris que les parents, d'une manière ou d'une autre, devaient avoir leur place. Ils sont les experts de leurs enfants. Ils ont une connaissance qui est hyper intéressante à apporter à l'éducation, à l'enseignement. La question est de savoir comment. Voilà, je vais pas. Donc ça, ce serait déjà des questions. Mais je sais que ces questions, elles sont déjà creusées, elles existent déjà, elles ont déjà été travaillées par la recherche. Mais c'est vrai que de notre côté, on a un petit peu tenter une nouvelle expérience en fait au niveau parental, je vais le dire comme ça, c'est qu'on a récemment eu l'occasion d'obtenir en fait un mandat pour aller soutenir en fait les parents qui s'engagent dans les conseils d'établissement. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que ces parents qui s'engagent, ils sont élus par leur père. Ils arrivent généralement là et on leur donne très peu d'informations quant à savoir ce qu'on attend d'eux, quel est leur rôle, quelle est leur mission, comment ils s'organisent, etc. Il y a plein de difficultés pratiques pour qu'ils puissent vraiment siéger. Le temps qu'ils comprennent comment tout ça fonctionne, le mandat est écoulé, on a une ligne d'autres parents. Donc en gros, c'est une façon de faire que les parents sont là, mais avec tellement peu de ressources que ça n'aide pas beaucoup. Ce qui fait, et je l'entends très bien, que finalement ces CET, ces conseils d'établissement, sont plus une charge pour l'école qu'un vrai apport. Donc, partant de ce principe-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, on va aller soutenir ces parents. On va essayer de leur apporter des outils pour pouvoir siéger plus rapidement, en fait, et plus efficacement dans ces CET. Et en fait, en présentant un peu ce projet à gauche et à droite, on a eu une équipe de recherche qui s'est approchée de nous. Donc, c'est parti du laboratoire qui existe à la HEP et qui s'appelle le LASALE, le laboratoire sur attendez que je me trompe pas, sur l'accrochage scolaire et les alliances éducatives, voilà. Et donc en fait c'était on a eu l'occasion de se parler, de parler de ce projet Quarto, et en fait il y a eu une très belle proposition de venir nous épauler en fait dans ce projet en partant de ça comme une recherche participative. Donc c'est-à-dire que on a créé du coup un centre qui s'appelle le Parafé. On pourra en parler plus tard, mais qui a vraiment comme visée un double axe, c'est de permettre en fait plus de rencontres entre les partenaires, l'école, les étudiants, les parents, les élèves. Et une autre partie, c'est de vraiment mener des recherches-actions, des recherches participatives qui partent du terrain, du besoin du terrain, et qui ont une visée en fait d'améliorer en fait le pouvoir d'action des parents dans ce cas-ci sur le terrain. Donc vraiment pour nous, ça a été un changement de vision assez fort. C'est de dire, mais plutôt que d'expliquer aux parents finalement ce qu'ils étaient censés faire ou ce qui était prévu par la loi pour eux, etc. C'est de partir vraiment d'autre chose en disant, venez, en fait, on va travailler avec vous, on va faire en sorte que vous soyez des interlocuteurs plus présents, plus adaptés, plus adéquats, en étant mieux informés et en répondant finalement à vos besoins. Donc on va commencer par écouter vos besoins, on va commencer par écouter qu'est-ce qu'il vous faut pour siéger dans ces conseils d'établissement. Je reste sur ce projet-là, on a d'autres choses, mais c'était pour faire court par rapport au projet et au thème d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous avez besoin vraiment pour siéger dans ces conseils d'établissement? Et en fait, quand on donne la parole aux gens, on est très étonné que leurs besoins sont pas spécialement ce qu'on avait pensé. Et donc c'est tout un travail de formation qu'on est en train de faire aux parents pour en fait les amener à être des interlocuteurs plus pertinents. Et j'espère et c'est quelque chose qu'on espère pouvoir transformer aussi avec notre association. Et plutôt que de se positionner
certes comme une proposition, comme une force de proposition dans le système, en disant mais voilà, ce serait bien qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Eh bien, c'est d'essayer finalement, parce qu'on voit que c'est pas très efficace. Hein, ça fait 50 ans qu'on dit ce qu'on aimerait, enfin voilà, ce qui nous semble qui serait positif, et finalement, en fait, il y a très peu d'effets. Donc finalement, se dire, ben, on part du terrain, on part dans l'autre sens, et on va agir, et on va essayer d'incarner le changement et la transformation. J'aimais beaucoup votre réflexion par rapport à l'éducation ou la transformation. Je pense qu'il y a aussi une très grande part de transformation qu'on doit amener, et on balaye devant notre porte en tant que parents. Je pense qu'on a, nous, en tant qu'association de parents d'élèves, la possibilité d'œuvrer dans ce sens-là et de vraiment prendre le terrain par la main et d'essayer de faire quelque chose de positif. Et en fait, on y est, hein, on est dedans, on travaille dans ce sens, et je dois dire que les premiers retours sont super enthousiasmants. Les gens sont vraiment très contents et ils se sentent impliqués, ils se sentent en fait partie prenante, et pour une fois, ils nous disent mais voilà, ok, maintenant on est acteur, maintenant on est dedans, et on va peut-être pouvoir enfin faire quelque chose de tout ça plutôt que d'être passif et de voir ce qui se passe. Donc voilà, s'il y a une chose que je peux dire, parce que je vais pas la faire trop longue, mais c'est que pour nous en tout cas, cette découverte, entre guillemets, oui, quand même, de la vraie recherche participative, action sur le terrain, elle a un levier dans notre cas qui est énorme et qui est très intéressant. Donc je pense que ce sont des axes de recherche qui sont vraiment à creuser, et qui en fait rejoindraient aussi ce qui a été dit avant, c'est de changer le pouvoir d'agir, de faire la transformation sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup. Je vais reprendre ce micro-là. Vous excuserez les petits soucis techniques, on teste le matériel. Voilà, comme ça on évite que ça siffle. Ah oui, pardon. Je n'ai pas donné le micro à la bonne personne, excusez-moi. C'est votre voisin. C'est Monsieur Blanchet. Ah, pardon. La vraie. Excusez-moi. Non, c'est moi. Du coup, je vous cède la parole. Vous êtes Christophe Blanchet, coordinateur de l'unité Migration Accueil, l'UMA, au département de l'éducation et de la formation. Vous avez un master en sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Vous avez travaillé au CESAF, qui est le service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation, d'abord comme coordinateur pour les élèves allophones de la scolarité obligatoire, puis comme responsable des délégués régionaux depuis 2019. Et puis, vous coordonnez l'UMA, qui est une unité cantonale visant à apporter un soutien aux professionnels des établissements scolaires et des lieux de formation en vue de favoriser l'intégration des jeunes migrants et ou allophones dans leur parcours scolaire et de formation. Merci pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi doyen des classes d'accueil pour la ville de Lausanne, donc je suis aussi non seulement au niveau départemental, mais aussi sur le terrain, comme on dit, avec une trentaine de classes d'accueil. Je m'occupe plus spécifiquement des élèves allophones en âge de 13 à 17 ans. Voilà, pour être un peu plus complet. Puis j'ai aussi une activité syndicale au sein de la Société pédagogique vaudoise de Monsieur Grégory Durand, dans une association qui s'appelle l'Association vaudoise des enseignants en structure d'accueil. Donc j'ai eu un petit côté militant aussi qui est toujours assez vivace. Par rapport à la recherche, pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'elle reste indépendante. Donc c'est chouette de vouloir travailler avec nous en collaboration, c'est chouette de vouloir être le plus proche possible de nous, mais ne le soyez pas trop. Il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir qui traversent toutes les thématiques que nous regardons aujourd'hui ensemble. Et il faut une certaine distance pour ne pas se laisser prendre là-dedans. Il y a l'URSP qui a été mentionné un peu avant, une unité de recherche cantonale qui, elle, est très proche justement du département, très proche de ces questions. En fait, on mandate cette unité pour faire des recherches et on publie ou pas selon ce qu'elle découvre. Donc c'est un risque qui est réel, qu'on vit aujourd'hui, et à mon avis, cette indépendance doit rester le cœur de votre métier. L'inclusion, je commencerai par ça, parce que évidemment les élèves allophones font partie de cette thématique de l'inclusion. C'est inclure qui m'interpelle.
On le voit, cette école à visée inclusive, elle est partie de l'idée d'inclure le plus possible des enfants avec des troubles avérés, parce qu'ils ne l'étaient pas assez auparavant, ce qui était vrai. Mais peu à peu, année après année, le cercle des enfants concernés par cette inclusion grandit et grossit de manière exponentielle. Et donc, la définition de ces différents publics, quand on parle d'inclusion, aujourd'hui, on parle d'inclure des enfants qui sont soi-disant très différents d'une norme, et cette norme, on ne dit pas exactement ce qu'elle est, et être différent par rapport à qui et à quoi me semble vraiment important aujourd'hui à redéfinir. Des questions toutes simples comme « c'est quoi un élève allophone ?» On n'a pas de définition unifiée aujourd'hui de ce qu'est un élève allophone. C'est un élève qui parle une autre langue, mais s'il maîtrise très bien le français, qu'il est dans un système scolaire où la langue est le français, c'est un problème? Ben non, évidemment pas. Est-ce que c'est lié à la nationalité, un élève allophone? S'il est étranger, il est de toute manière un élève à besoin particulier? Ben non, pas toujours. C'est complexe. Et comme on a des définitions qui sont floues, on ne sait pas vraiment de quoi on parle, et c'est beaucoup plus difficile pour nous de prévoir des moyens pédagogiques ou autres pour faire face à ces différents défis qui nous occupent quotidiennement, on va dire. Cet élargissement, en tout cas, du nombre d'enfants concernés, me semble à interroger. Ensuite, quand on parle d'inclure, il faut collaborer beaucoup plus avec d'autres acteurs. Des acteurs de la santé, avec les familles, bien sûr, avec de plus en plus de spécialistes nombreux et essentiels pour le bien-être des enfants. Et cette collaboration prend un temps de dingue aux enseignants concernés. Et il y a, en arrière-fond de cette question-là, un défi de communication. Qu'est-ce qu'on communique? À qui? Pourquoi? Avec quel garde-fou? Et ça, c'est une question qui est centrale pour moi. Si on veut bien inclure, il faut partager les connaissances entre nous pour ne pas faire trop de bêtises, on va dire, avec ces enfants. Et on n'a pas bien défini éthiquement comment on pouvait se communiquer ces informations, qui devait en être informé complètement, partiellement ou pas du tout. Et cette question, à mon avis, est intéressante. Par rapport au public, il y en a un en particulier qui me tient à cœur, parmi les élèves allophones, primo-arrivants, c'est ceux qui arrivent en ayant été très peu scolarisés. C'est une catégorie d'enfants, ce n'est pas des milliers de personnes, mais c'est facilement une centaine d'élèves concernés pour le canton de Vaud. C'est des enfants qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école. Ils n'ont pas de troubles avérés. Ils sont inclassables. Et les moyens qu'on peut leur allouer sont inexistants parce que cette question-là, elle n'a pas été thématisée beaucoup. Par rapport à cette question et à beaucoup d'autres situations par rapport à l'inclusion, je pense qu'on s'est plus focalisé sur les structures, les dispositifs à mettre en place à l'école pour les accueillir au mieux, puisqu'ils ne doivent plus être séparés des autres enfants. Donc on a vu l'émergence de centaines de dispositifs différents, assez obscurs parfois, avec des noms de plus en plus étonnants, pour faire face, on va dire, à leur prise en charge scolaire. Mais pour moi, plutôt que de se focaliser sur ces dispositifs, faire des classes séparatives ou pas, par exemple, il vaudrait beaucoup mieux se focaliser sur le parcours scolaire de ces enfants. Regarder d'une manière plus longitudinale
quel parcours on leur offre dans nos écoles, au-delà du fait qu'ils sont inclus parmi d'autres, ce qui est très bien, d'accord, mais c'est un premier pas. Ensuite, il s'agit de voir quel parcours ils font dans nos écoles et quels débouchés sont possibles pour eux. Cette question-là me semble plus intéressante que inclusion avec des classes séparatives ou peu séparatives ou à moitié séparatives. Ce qui me semble important de voir aussi, c'est la question des transitions. L'entrée à l'école, le passage d'un dispositif prévu pour ces élèves à une classe régulière, ordinaire, sans aide, et la sortie de l'école. Toutes ces transitions, aujourd'hui, se passent mal. Le défi de la transmission de l'information, qui a aussi été évoqué par mes préopinants, ça ne marche pas. Voilà. Et ces transitions sont parfois un cauchemar pour les enseignants qui reçoivent un jeune sans avoir d'informations véritables, il va mettre un temps de dingue à réunir toutes les informations pour enfin être efficace. Puis c'est très dommageable pour l'enfant concerné, évidemment, et les parents se sentent démunis dans ces systèmes-là. Donc la question des transitions, très intéressant aussi à mon avis d'examiner les 0-4 ans, avant l'école obligatoire. C'est une espèce de no man's land, parce que ce n'est pas étatisé, c'est plutôt communal. Et puis, il y a des bonnes idées, comme l'encouragement précoce, par exemple, qui émerge avec une visée en Suisse allemande sur apporter des éléments linguistiques aux 0-4 ans. Et puis, au contraire, en Suisse romande, l'idée qu'on ne va pas faire de l'école avant l'école, et donc il faut être plutôt dans la socialisation. Je pense que ces questions-là, où il y a beaucoup d'enjeux aussi, sont peu thématisées aujourd'hui. Et elle pose beaucoup de soucis dans les établissements primaires du canton de Vaud. Il y a une 80, 100 de ces enfants qui sont nés en Suisse, qui ne parlent pas du tout le français à leur entrée à l'école, et puis qui ne sont pas considérés comme les élèves allophones puisqu'ils n'arrivent pas de l'étranger, ils sont nés ici, donc ils sont détectables plus difficilement, et les moyens à leur allouer sont plus pauvres que ceux qui sont prévus pour les élèves primo-arrivants. Le numérique, quelques mots. Le numérique pour les élèves qui viennent d'autres pays que la Suisse et pour les élèves de niveau socioculturel bas, il y a une vraie fracture numérique. Elle est réelle dans notre pays aussi. J'ai l'impression qu'on fait comme si ce n'était pas le cas. Mais même l'accès à un ordinateur chez soi n'est absolument pas réuni pour tous les enfants du canton. On l'a bien vu pendant la pandémie, ça a posé d'énormes problèmes. Simplement, voilà, ils n'ont pas d'imprimante, ils n'ont pas de réseau Internet, ils n'ont pas tous des forfaits de Natel et de smartphone qui leur permettent d'aller sur Internet. C'est cher, toutes ces choses-là. Donc, il y a une vraie fracture numérique. Comment faire pour la diminuer? La question du bien-être, pour moi, c'est plutôt la distance qui a tendance à augmenter entre les familles de niveau socioculturel bas, qui ont une maîtrise de la langue insuffisante, qui ont honte de se rendre à l'école pour ne pas faire honte justement à leur enfant, qui donc s'éloignent de l'école, qui s'éloignent des enseignants. Et vous parliez de ces commissions pour les parents. C'est intéressant de voir que le prototype type du parent qui va être le porte-parole de tous les parents, c'est un niveau socio-culturel élevé. Papa est médecin, maman est avocate. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement bien intégré dans la société, qui a une proximité avec le monde des enseignants qui est très grande. Il se sent très à l'aise dans ce cercle. Il ose s'exprimer sans problème
vis-à-vis d'un enseignant, voire même il estimera qu'il est son égal, voire peut-être même un peu mieux. Et puis, il y a une sous-représentation complètement incroyable de niveaux socio-culturels plus bas, et on ne parle même pas de parents qui maîtriseraient mal la langue française. Donc, la représentativité démocratique, je dirais, de ces cénacles, toujours avec cette question d'enjeu de pouvoir, me semble aussi intéressante à creuser. Dans les questions auxquelles les chercheurs seront confrontés pour les prochaines années, je pense que la question des phénomènes de rejet de l'autre, de l'étranger, de celui qui est différent, l'augmentation des troubles, des angoisses liées à la peur, je dirais, de conflits, qu'on vit avec la crise ukrainienne, les problèmes géopolitiques, les problèmes de pandémie qui nous ont occupés ces dernières années, mais qui ne sont pas terminés ou qui peuvent revenir, la question climatique qui génère également des angoisses. Je suis effaré de voir le nombre de troubles anxieux en grande propension, en grande augmentation dans toutes les classes du canton. Et je pense que voilà, c'est des questions qui devront être prises par la recherche. Je crois que j'ai un peu dépassé mon temps. Je m'en excuse. Merci beaucoup. Vous pouvez même donner le micro juste à votre voisin. Voilà, fantastique. Merci beaucoup pour cette mise en perspective aussi des trois thématiques qui se répondent aussi mutuellement. Monsieur Giuseppe Fantel, je vous passe la parole. Vous êtes adjoint de direction de Pro-Infirmis, Vaud. Vous avez un master en sciences politiques, vous avez fait différentes formations continues dans le domaine des migrations, de la communication, de la collaboration en contexte interculturel. Vous avez été successivement chargé de recherche, assistant social à la ville de Lausanne, coordinateur et conseiller en insertion à la Croix-Rouge. Et depuis 2019, vous êtes adjoint de direction à Pro-Infirmis. Et puis, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas très bien Pro-Infirmis offre des conseils, un accompagnement et du soutien pour les personnes avec un handicap physique, une déficience intellectuelle ou des troubles psychiques, ainsi que leurs proches dans toute la Suisse. Ici, on parlera plutôt du contexte vaudois. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Merci pour le résumé de Pro-Infirmis. Effectivement, ça permet aussi de dire en préambule que nous sommes souvent sollicités pour participer à des recherches à tout niveau, au niveau des gymnasiens et des gymnasiennes pour la maturité, au niveau aussi bachelor, master, doctorant, postdoc et recherche nationale. Donc on est effectivement assez bien connu de la recherche. Ça prend aussi du temps de répondre à ces sollicitations, mais on essaie de le faire quand on peut. Et il y a 3 constats que j'aimerais partager aussi ici avec vous. J'ai sollicité donc les personnes qui sont effectivement sur le terrain pour pouvoir réfléchir ensemble et amener des pistes de réflexion que j'aimerais vous présenter. La première piste, elle concerne en fait comment on interagit avec un public qui est en situation de handicap dans le domaine de la formation et de l'éducation. C'est vrai qu'on est souvent sollicité. Nous, on renvoie des fois vers des partenaires ou bien vers des personnes concernées elles-mêmes. Mais après, on se pose la question, comment on fait pour récolter des données auprès d'un public qui est en situation de handicap, en sachant que mes études remontent à loin, mais dans les méthodes que j'ai étudiées, c'est vrai qu'on passe souvent par des questionnaires, par différents biais, et il y a des choses qui ne sont pas forcément adaptées. Et savoir peut-être comment on peut effectivement interroger une personne qui n'a pas d'expression verbale, mais qui au fond va interagir avec son milieu, qui sait très bien dire quand ça ne va pas ou quand ça va, c'est de savoir comment on peut se mettre à un certain niveau pour pouvoir avoir des données qui sont directement de la personne qui est concernée par la recherche, par exemple. Et ça, c'est un questionnement qu'on avait, parce que souvent, on se trouve face à des résultats de recherche qui passent soit par les parents, ce qui va très bien, par les professionnels. Et je rejoins ce que disait M. Blanchet tout à l'heure, c'est que des fois, on a reçu dernièrement le résultat d'une recherche de l'HETSL, où au final, on avait l'échantillon initial et l'échantillon final qui a répondu au fait à la recherche, on voit qu'il était très homogène. Et effectivement, il répondait un peu au portrait que vous avez dressé. Et donc, on se pose la question de savoir comment on inclut effectivement des publics qui
qui ne sont pas classiques. Alors il existe le français facile à comprendre, le FALC, mais est-ce qu'on est prêt à traduire, au fait, les résultats de recherche en FALC ou une thèse de doctorat aussi, effectivement, pour qu'elle soit plus accessible? Ça, c'est une question que je me pose, et je pense que c'est aussi un enjeu pour la suite. Et en vous tend la main en disant qu'on est, nous, mais aussi d'autres acteurs associatifs, à disposition pour pouvoir travailler en amont ce type de problématiques d'accessibilité, pour pouvoir aussi donner effectivement des pistes pour qu'on puisse travailler directement avec les personnes concernées. Ça fait aussi un peu le lien avec le deuxième point qu'on voulait aussi amener aujourd'hui, qui concerne, typiquement, on a parlé beaucoup d'inclusion scolaire, et je pense qu'un des enjeux serait de pouvoir avoir un suivi sur le long terme des enfants, par exemple, qui ont eu accès à l'école ordinaire, ou qui ont participé totalement, ou bien qui ont un accès partiel, pour savoir au final quel est pour eux et pour elles, au fait, les bienfaits de cette participation à l'école inclusive, savoir s'il y a des débouchés, mais même tout bêtement s'ils ont des amis qu'ils ont gardés tout au long de leur vie, s'il y a vraiment une plus-value effectivement. Nous sommes convaincus que oui, mais effectivement pouvoir aussi interroger les personnes qui sont directement concernées, et ça je pense qu'on n'a pas encore ce recul nécessaire aujourd'hui, mais il faudra peut-être y penser. Troisième point, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi on voit par rapport aux participants, souvent dans les recherches on a quand même le point de vue médical, on a le point de vue pédagogique, on a le point de vue aussi socio-éducatif, donc je parle du handicap bien sûr. On a différents points de vue de professionnels, et nous on se rend compte que sur le terrain, quand on travaille vraiment avec des personnes en situation de handicap et typiquement des enfants, il y a toute une série d'acteurs et d'actrices qui sont peu reconnus par le fait qu'ils n'ont pas forcément une formation valorisée, et qui au fait, selon nous en tout cas, sortent un petit peu de ces radars de recherche, et qui sont par exemple les assistantes et assistants d'intégration, qui ont un rôle extrêmement important dans le quotidien des enfants par exemple. C'est les mamans de jour qui font du parascolaire, donc ça rentre aussi dans le domaine effectivement de l'accueil et de l'inclusion. C'est les devoirs accompagnés. Il y a différents corps de métiers qui ont été créés, qui ne sont pas valorisés de nouveau, et qui aujourd'hui, au fait, pour nous, sortent un petit peu ils ont sûrement un point de vue, on le rencontre régulièrement à notre niveau, et au fait, qui devraient pouvoir aussi être inclus dans ce domaine-là, tout comme les parents et les autres acteurs, au fait, du réseau. Merci beaucoup. Je vais reprendre le micro pour éviter. Voilà. Je vous remercie pour votre intervention qui me permet de faire tout à fait le lien avec la suite des interventions. Vous avez parlé des questions notamment éthiques dans la recherche, de la représentation des publics, la question de méthode. C'est des questions effectivement qu'on se pose aussi beaucoup avec les enfants, ces publics qu'on exclut des données. Et puis après, avec les questions éthiques, on peut se poser les questions déontologiques de la recherche. Je pense que là, l'intervention de Clara Almeida-Lozard, qui est membre du collectif UNIL de la greffe féministe, pourra nous éclairer. Donc, vous êtes étudiante en sciences politiques, militante queer de la greffe féministe, et vous êtes aussi engagée en politique à Solidarité. Vous êtes représentante des étudiants SSP au conseil de l'UNIL. Vous êtes aussi secrétaire, sauf erreur, du conseil d'établissement primaire et secondaire de Prévrange. Et puis, vous avez participé au signalement et aux tentatives de discussion avec la direction de l'UNIL au moment de différents témoignages de harcèlement et de violences sexuelles au sein de l'université, malgré la mise en place d'une directive, d'une page Internet au moment où ces événements sont survenus. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Le micro, ça va? Cette fois-ci, je teste avant de commencer à parler. Du coup, merci beaucoup pour l'invitation à cette table ronde et pour ces discussions extrêmement intéressantes. Donc, comme ma présentation le suggère, je vais parler depuis une double casquette qui est à la fois celle de la recherche, mais aussi celle de la militance. Et je vais adresser des demandes à la recherche en tant que telle, mais aussi aux institutions, lieux de formation et d'éducation qui la rendent possible, c'est-à-dire ici en l'occurrence l'université. Donc je fais partie du collectif UNIL de la greffe féministe qui s'est créé en 2018 pour les personnes qui viennent d'ailleurs de Suisse, dont le siège en fait d'un mouvement national féministe qui existe en Suisse depuis 2018 et qui s'incarne principalement dans un collectif qui s'appelle également la greffe féministe. Qui a effectué une mobilisation nationale en 2019 avec des mobilisations sur les lieux de formation, les quartiers, les lieux de vie et des actions décentralisées. Donc dans le cadre de l'organisation d'une greffe féministe à l'UNIL,
L'UNIL, a été un des premiers endroits où nous avons estimé qu'il était essentiel, important et pertinent de s'organiser. Le collectif il s'est créé en raison de demandes concrètes adressées à la direction de l'UNIL, formulées dans un manifeste qui se décline en 7 axes. Au sein desquels on a articulé 47 revendications bien concrètes. À titre d'exemple, le quatrième axe de ce manifeste-là parle de la promotion de l'égalité et de la lutte contre les discriminations comme axe prioritaire des enseignements et des recherches à l'UNIL. Parce qu'on estime justement que les hautes écoles, elles sont à l'interface entre sciences et société, comme ça a été déjà discuté aujourd'hui, et que la production et la diffusion des savoirs sont un vecteur de changement des représentations sociétales qui participent donc directement à l'éradication des discriminations et des stéréotypes liés entre autres au genre. Sur ce point, donc dans cet axe, on a exprimé 6 demandes, parmi lesquelles notamment on peut avoir l'allocation de ressources financières et humaines supplémentaires pour les enseignements qui portent sur le genre, mais aussi les discriminations qui sont fondées sur la race, la sexualité, l'identité, et en proposant par exemple à minima la création d'un poste d'enseignement dans chacune des filières de l'université. Donc ça fait écho à ce que mes préopinants et préopinantes ont déjà pu exprimer dans cette table ronde. Donc en fait cette revendication par exemple elle prend sens dans le fait que la littérature scientifique elle est extrêmement fournie et que cependant elle n'appartient elle doit aussi être proposée aux étudiants et étudiantes qui sont dans d'autres branches que celles qui traitent directement de ces thématiques-là. C'est le rôle en fait d'une institution aussi importante que l'Université de Lausanne de donner accès à ces différents savoirs en sensibilisant sa communauté à ces thématiques de manière systématique. Donc, je voulais discuter un peu aujourd'hui de cette question de l'importance de l'épistémologie féministe dans l'éducation, la formation, la recherche. Qui représente un axe primordial pour un collectif militant dans une université, où en fait nous on refuse de penser la neutralité axiologique comme étant une sorte de pseudo non-engagement, mais plutôt comme une manière objective de situer notre pensée et notre savoir grâce à un travail qui est réflexif. L'engagement militant il conditionne nos choix d'objets de recherche et ça les rend plus riches, mais également aussi ça leur permet de s'ancrer dans une réalité concrète et de répondre à des besoins qui viennent directement du terrain ou de la réalité sociale. C'est vraiment une volonté d'avoir une recherche qui soit pragmatique et qui vienne de la base, en opposition à quelque chose qui peut être plus en pensée, en théorie. À titre personnel, la manière dont j'ai milité jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui a nourri ma compréhension de la réalité sociale, mais aussi des enjeux scientifiques. Donc j'aborde cette question dans mon intervention parce qu'aujourd'hui, on peut voir qu'il y a une mise en cause et une attaque perpétuelle contre les chercheurs et chercheuses. Je vais poser ça. Des attaques assez conséquentes sur les chercheurs et chercheuses de ce qu'on appelle la recherche dite engagée, et ce qui entraîne en fait un discrédit politique de ces personnes-là, mais également scientifique. Et ça difficulte également aussi l'engagement direct sur les lieux de formation. Donc le fait d'appartenir à des associations peut-être, mais encore moins à des collectifs labellisés comme militants. Or, on sait bien que les chercheurs et chercheuses qui ne sont dits non engagés, c'est simplement les personnes qui inscrivent leurs recherches dans une norme et qui du coup bénéficient de l'hégémonie de celle-ci et ce qui participe à perpétuer une norme qui est donc empreinte de sexisme, cis, hétérocentrée, blanche et de classe supérieure. Donc en fait, ce sont des recherches, on peut voir où l'effort en fait d'expliquer le point de vue situé, il est beaucoup moins présent, et on se rend compte qu'on remet en question, on demande de justifier cet ancrage-là
aux recherches et aux positions qui sont a priori non conformes à l'institution. Et cette réprobation, elle a évidemment une fonction aussi sociale, mais c'est un autre sujet. Oui, donc en fait, bref, disons que la recherche engagée ou non engagée, ça n'existe pas réellement. C'est une question, en fait, toutes les réalités sont situées et toutes les propositions sont situées. Donc finalement, en termes de demande à la recherche, mais aussi aux écoles et aux lieux de formation, il me semble important d'accentuer le fait que dès lors que l'université a pour but en fait de penser des solutions aux défis actuels comme ceux qui ont pu être mentionnés avant, mais aussi de créer des possibilités de réponse à ces défis, on ne peut pas se permettre d'attendre que les choses arrivent en dehors de nous et en dehors des espaces, des lieux de formation. L'université se doit du coup d'être proactive sur cette thématique-là. Et en fait, c'est aussi un choix de se dire que l'université, elle défend certaines valeurs et qu'elle s'engage sur ces valeurs-là, comme le plan d'intention d'une direction peut l'incarner. Le fait de dire qu'elle soutient les objectifs qui vont dans ce sens-là, ça fait donc partie de sa pratique universitaire et institutionnelle. Et ce n'est pas un manque de neutralité que de soutenir des actions ou des collectifs militants comme peuvent l'être ceux de la grève féministe ou de la grève du climat ou d'autres groupes. Au contraire, c'est une mise en pratique de ces valeurs et ça s'inscrit dans la continuité de plein d'autres actions. Et en fait, dans cette perspective-là, ça permettrait à l'université de sortir de cette tour d'ivoire, mais de devenir réellement une université qui fait un pont avec la société, comme cette table ronde l'incarne d'ailleurs. Merci beaucoup. Les enjeux de la recherche, je pense que, M. Ramu, vous allez pouvoir très bien clore cette table ronde. Vous êtes secrétaire syndical au syndicat SSP-VPOD, vous êtes titulaire d'un DEA, d'un diplôme d'études approfondies. Je vous avoue que j'ai dû chercher ce que c'était. C'est vieux. Une fois que Bologne est passé par là et qu'on a des bachelors et des masters, on doit rechercher les titres. Et d'une licence en sciences politiques de l'Université de Lausanne et de Genève. Vous connaissez très bien la maison puisque vous avez été assistant de recherche et d'enseignement, puis chargé de recherche ici, en sciences sociales et politiques, à l'Institut d'études politiques. Vous avez notamment travaillé sur la gouvernance des universités, la transformation des systèmes de recherche en Suisse et à l'étranger, ou encore sur les politiques de recherche en Europe. Et vous êtes aujourd'hui secrétaire syndical pour le secteur de la formation, donc les écoles publiques, les écoles supérieures, les hautes écoles, en gros toutes ces instances éducatives et de formation dont qu'on a déjà évoqué jusqu'à maintenant. Je vous cède la parole. Merci de l'invitation. C'est toujours agréable de pouvoir parler à un public captif qui ne peut rien dire et est obligé de nous écouter. Par ailleurs, petit complément, je suis donc, comme mes préopinants, François-Emmanuel Nicolet et Grégory Durand, secrétaire syndical. Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit, mais je m'associe pleinement à l'opinion que le syndicat Sud et que la SPV ont pu développer à la fois sur le numérique et sur l'inclusion. D'ailleurs, on se retrouve fréquemment autour de lettres ou de demandes communes sur ces questions-là ces dernières années. Et donc, je vais pas répéter parce qu'ils l'ont très bien dit. Maintenant, la question qui nous a été adressée, c'était qu'est-ce qu'on aurait à adresser comme demande à la recherche et à la formation du point de vue de nos institutions, enfin, du point de vue, ici, pour moi, du syndicat des services publics. Donc, j'ai essayé de faire mes leçons correctement et un peu de monter en généralité, donc pas répéter ce qui est déjà dit, parce que je savais évidemment que ça va être très bien dit par mes collègues. Et je trouve que la question du point de vue est une question éminemment centrale et intéressante, comme vient de le dire Clara. Et puisque, comme le disait un sociologue un peu connu de l'époque, le point de vue crée l'objet. Et outre la question de savoir qui crée le point de vue, puisqu'on ça on pourrait se poser, voilà, ça revient à dire qu'il peut y avoir des points de départ, conscients ou inconscients, formalisés ou non, des angles d'attaque qui nourrissent des questionnements ou des problématiques, comme on disait à l'époque où je fréquentais ces bancs, et où l'époque ça s'appelait DEA. Donc il s'agit de définir ces angles d'attaque ou de dévoiler les intérêts qui sont au principe des questionnements des chercheurs et de toute personne. Et le point de vue duquel moi je pars et que je trouve du coup intéressant dans la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est
finalement, en tant que secrétaire syndical du syndicat des services publics, c'est un double ancrage. C'est les travailleurs, travailleuses du service public. Et le point de vue du travailleur, d'abord, première chose, le point de vue du travailleur, c'est le point de vue d'un acteur particulier ou d'un groupe d'acteurs particuliers, la travailleur, travailleuse, salarié, qui se définit dans un rapport social particulier avec ce qui est son double dialectique, finalement, l'employeur ou l'employeuse, qui est, en termes archaïques que certains ont déjà entendus, le propriétaire des moyens de production. Le travailleur, il doit vendre son travail pour pouvoir subsister. Donc l'intérêt du travailleur, en général, c'est pas vraiment celui des employeurs. L'intérêt des employeurs, par contre, il est quand même beaucoup plus et mieux représenté dans les recherches et dans l'information, ne serait-ce que parce qu'on veut toujours avoir une meilleure employabilité des gens, donc on les forme pour qu'ils puissent entrer sur le marché du travail. D'ailleurs, peu de recherches finalement questionnent le fait que le rapport de travail prenne la forme du rapport salarial. De fait, les recherches naturalisent le rapport salarial, et on touche là un point de vue fondamental de la question du point de vue, puisqu'elle nie le fait qu'il y a un point de vue là-dessus. Et dire qu'il y a des points de vue, c'est commencer à sortir de la naturalisation d'un phénomène, et c'est le premier pas vers un questionnement, le premier pas de l'activité scientifique. Et ça, dans plein de cas, on ne le fait pas. Et comme on commence à admettre, comme Clara l'a dit, comme d'autres l'ont dit, le point de vue de certains groupes sociaux est largement invisibilisé dans les recherches. Par exemple, si vous avez eu la chance de lire quelques articles ces derniers temps, même dans les journaux, dans la presse quotidienne, il y a un frémissement sur la question de finalement en médecine, peut-être ce serait bien de prendre le point de vue des femmes pour essayer de comprendre les phénomènes qui se passent, physiologiques, etc., qu'on a invisibilisés. Et le point de vue des travailleurs et des travailleuses, qui est le mien, n'est pas souvent considéré comme un angle d'attaque des recherches académiques. C'est particulièrement vrai dans la discipline qui est censée leur être consacrée, qui est l'économie, mais ça l'est également dans toutes les autres disciplines. Voir le problème de reconnaissance des maladies du travail, de la pauvreté de la médecine sociale et préventive, et encore de la dite médecine du travail. En bref, ce que nous apprend le point de vue des travailleurs et des travailleuses, c'est qu'il peut y avoir plusieurs manières de formuler un questionnement scientifique et que tous ne se valent pas, et que la manière de se questionner et de faire science est un phénomène social et politique. Et si je vous prends un exemple, la recherche sur le cancer. L'appréhension marchande de la recherche, de la question du cancer, elle structure de manière fondamentale les questions qui se sont posées. La majeure partie des recherches sur le cancer, elle porte sur la compréhension du fonctionnement des pathologies qui est préalable à leur possible cure. Alors c'est très bien, hein, moi j'ai rien contre. Mais, disons, ça invisibilise toute une série de problèmes. Et ça s'explique par le fait que la santé, comme l'éducation, et l'exemple du numérique cité par Grégory Durand tout à l'heure, et de l'importance que prend le numérique dans la réflexion, est illustratif à cet égard. Et ça s'explique par le fait que la santé, c'est un des marchés les plus prometteurs en termes de retour sur investissement. Mais une appréhension un peu différente de la question du cancer pourrait, en parallèle des recherches nécessaires sur la cure, s'interroger sur les causes sociales d'une maladie qui touche une personne sur 8. Ne devrait-on pas se demander si, dans notre mode de vie, certaines choses n'étaient pas à modifier pour s'attaquer à l'existence même de la maladie? Évidemment, le marché est beaucoup moins porteur pour ça et risque au contraire de conduire à remettre en question des éléments de notre mode de vie qui sont essentiels à la reproduction de certains groupes sociaux. Donc ça, c'est un des trucs qu'on peut un peu réfléchir en étant chercheur. Deuxième élément du point de vue, c'est le point de vue du travailleur du service public. Le SSP est un syndicat des services publics. Donc, c'est pas juste d'adopter le point de vue des travailleurs et de dire, bon, on va lutter pour un meilleur salaire. Mais de ceux des services publics, ce qui suppose de définir ce que l'on entend par service public, qui est en gros la manière de satisfaire collectivement les besoins de la communauté politique, ces besoins étant définis démocratiquement. Et là, l'intérêt du point de vue, il est double. D'une part, il renvoie au fait que toute une part des activités humaines sont définies collectivement et échappent au statut de marchandise, le service public. Les travailleurs et travailleuses du service public, ils ne se définissent pas par leur contribution à la valorisation des marchandises, mais par le fait qu'ils satisfassent des besoins qui sont déterminés politiquement. Donc, il ouvre tout un questionnement, leur existence même ouvre tout un questionnement en termes de satisfaction collective et non marchande des besoins définis démocratiquement et collectivement,
ce qu'il y a un mode d'allocation des ressources qui est fondamentalement différent de celui du marché, et on contribue, par notre existence même en tant que travailleur du service public, à dénaturiser le marché. Mais ce qu'on constate, y compris à l'université, c'est qu'on essaye de singer les mécanismes de marché pour créer des pseudo-marchés dans le service public. Le marché de l'éducation supérieure, le marché de la recherche, les matching funds, etc. Donc de ce point de vue, disons, il y a encore du travail. D'autre part, deuxième élément intéressant, il renvoie au statut des institutions publiques de recherche et de formation, comme l'Université de Lausanne, comme service public de la recherche et de la formation. Donc de ce point de vue-là, les pétitions de principe qui figurent dans les tâches académiques, qui sont recherche, formation et service à la collectivité ou toute autre formulation, c'est souvent une manière de dire que la recherche et la formation doivent servir l'économie. Puis l'économie, bien sûr, elle est réduite à ce dont les employeurs ont besoin pour faire du profit, ce qui boucle la boucle de la perspective de classe qu'on évoquait plus haut. La chasse aux fonds externes, etc., les matching funds, c'est une des expressions de ça. Or, on peut et on devrait se questionner sur le rôle de l'académie comme service public, d'un point de vue de son fonctionnement et du point de vue des buts qu'on lui assigne. L'éducation, est-ce qu'elle doit fonctionner comme une immense usine à former les cadres de demain afin qu'ils s'assèrent au mieux dans le marché du travail? Ou est-ce qu'on doit former des citoyens curieux et responsables? La recherche, est-ce qu'elle doit être la base arrière des entreprises qui permet de socialiser les coûts de recherche insupportables pour les entreprises à titre individuel? Ou est-ce qu'elle doit être le lieu d'un questionnement radical de nos modes de vie, de nos problèmes techniques, climatiques, sanitaires, économiques, politiques? Donc, en fait, je pense que le rôle, et ce qu'on demande, en tout cas à partir du point de vue qui est celui des travailleurs et des travailleuses du service public, c'est de se questionner radicalement sur les modes d'organisation de notre société, c'est de donner des vraies marges aux chercheurs et aux chercheuses, de stimuler la créativité et la perspective critique, parce que vous avez présenté tout à l'heure, vous avez parlé une nouvelle instance à l'université qui devait favoriser la recherche créative. L'innovation, mais moi je m'excuse, mais si une recherche, elle n'est pas créative et innovante, est-ce qu'on a... pour moi, c'est dire à quel point on marche sur la tête. C'est que ici, en gros, la fonction qui est donnée aux gens qui travaillent ici, c'est de découvrir des choses et de les transmettre. Mais on est obligé de créer une instance pour leur dire que ce serait bien qu'ils découvrent des trucs que les autres n'ont pas déjà découverts, et puis qu'ils soient un petit peu innovants, et puis qu'ils soient un petit peu créatifs. Alors, c'est pas la faute des gens qui font le travail, mais est-ce qu'une institution qui doit créer un truc spécial pour que les gens puissent faire ce qu'ils sont censés faire ne devrait pas repenser son mode d'organisation à la base pour que tout le monde fasse le truc qu'il est censé faire? Moi, je trouve des fois, c'est aussi ça qui est utile de partir à la racine des choses et de se dire, bon, quel est leur sens, non? Voilà. Donc on pourra discuter du reste, mais je pense qu'on est, disons, le but, c'est que ce serait de passer justement d'une compréhension des différents points de vue pour plus être dans un universalisme abstrait qui est que l'universalisation des intérêts des acteurs dominants, pour passer à un universalisme concret dont le but est la reconnaissance de tous et toutes comme partie d'un collectif sans exclusive. Finalement, je rejoins en ça ce que disait Clara tout à l'heure. Donc merci de m'avoir écouté, et puis je me réjouis du débat. Merci beaucoup, et merci pour l'introduction au débat. Comme on a commencé un petit peu plus tard, est-ce que je peux vous piquer 10-15 minutes? C'est OK pour tout le monde? Très bien. Alors moi j'aurais plein de questions, mais vu le temps qui nous reste, je vais céder la parole à la salle. Quelles sont les questions, réflexions? La parole est à vous. C'était très stimulant. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont
mentionner le fait que quand on s'occupe de problèmes complexes, on a parlé par exemple de l'inclusion, c'est très important de mettre en coordination tous les acteurs qui sont concernés par le problème. On a parlé des enseignants, on a parlé des chefs d'établissement, on a parlé des syndicats, on a parlé des politiques, on a parlé de la recherche. Et l'opération d'aujourd'hui sert justement à confronter ces points de vue. Et ma question est la suivante. Si on prend très au sérieux cette mission de coordination, est-ce que vous avez déjà des idées, des pistes sur, je ne dirais pas à qui incombe la responsabilité de lancer la coordination, mais comment on peut faire ça? Plusieurs d'entre vous ont parlé du fait que souvent les recherches sont connues, mais elles ne sont pas utilisées de façon directement applicable sur le terrain, ou que le terrain a des demandes qui sont connues de la recherche, mais in fine, c'est au niveau politique que la mise en action de ces connaissances pêche un petit peu. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des pistes ou des connaissances, ou vous connaissez des initiatives qui ont déjà réussi ce type de coordination. Je prends un exemple sur pour moi, ce que vous avancez se heurte à ce que j'essayais de dire par rapport à la mission de service public. La mission de service public, c'est de partir des besoins et d'articuler les connaissances autour de la satisfaction de ces besoins. Si on prend l'exemple de l'école inclusive, de l'inclusion, ce à quoi on se heurte en termes de coordination et d'articulation, c'est pas tant le fait de mobiliser les différents acteurs autour d'une problématique et de faire en sorte que chacune des compétences qui est mobilisée puisse converger autour de l'inclusion ou des besoins d'un élève en particulier, etc., etc. Le problème auquel on se heurte, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas les moyens de mettre au centre ces besoins, parce qu'on n'a pas les moyens de les satisfaire, parce que la structure ne donne pas les moyens nécessaires. Alors souvent, il y a beaucoup de gens compétents qui se réunissent. Il y a les psychologues scolaires, les doyens, etc. Il y a le médecin traitant, il y a l'enseignant, l'enseignante, il y a les parents. Puis, en fait, on a un peu défriché le tout, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas le faire, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que le budget pour l'aide à cet enfant, il n'est pas assez élevé, puis qu'il faut 6 mois pour obtenir quelque chose d'autre, etc., etc., etc. Donc finalement, cette coordination, elle se fait, les différentes compétences, elles s'articulent, les gens s'écoutent, c'est pas toujours facile, mais ça, le directeur, M. Guyot, je pense, sera beaucoup plus à même que moi pour décrire le processus même, mais en général, au final, ça se passe au prix de beaucoup de travail des gens, mais ça se passe, les différentes compétences sont mobilisées, mais l'écueil, il est plus haut dans les moyens qu'on met et qui ne permettent pas de mettre l'élève au centre, et les besoins ne sont pas satisfaits à la fin. Alors, je vais en prendre 2. Parce que non, c'est bien. Merci. Oui, alors je souligne le fait que le coût de coordination pour obtenir la création des informations nécessaires, quand on n'est même pas dans une perspective de recherche, il est encore relativement élevé pour tout un tas de raisons qui sera peut-être un peu long de développer ici. Pour rebondir sur votre question, monsieur, moi je verrais les choses de la manière suivante. Une recherche, elle se pose un peu comme
sur un spectre entre l'impulsion d'un côté, l'idée créatrice, et puis l'instrumentalisation des résultats de la recherche ou même du processus de recherche comme ça a été posé. Donc finalement, c'est une question d'éthique. Et pour donner une réponse peut-être un peu institutionnelle, l'accès au système de formation est régulé dans le canton de Vaud pour la recherche, donc par ce qu'on appelle une décision chef. Voilà, c'est une décision du Conseil d'État qui vient de modifier justement, la semaine passée je crois, les possibilités d'accès pour vous les chercheurs aux classes, aux enseignants, aux directeurs si vous le jugez bon. Et sauf erreur, ça s'est un petit peu assoupli. Pour autant que l'objet de la recherche, pris dans un sens très large, est passé les rampes d'une commission de validation dont vous connaissez certainement mieux le nom que moi. Donc je pense qu'avec cet acteur tiers un peu neutre, ça résout le problème que vous soulevez dans votre question. C'est-à-dire qu'une recherche qui ne met pas à mal aucun des acteurs et puis qui finalement répond à un besoin, que celui-ci soit issu du terrain, de vous dans vos cénacles, voire pourquoi pas des acteurs propres du système scolaire. On peut imaginer que ça vienne des directions, par exemple. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de désamorcer ce risque d'instrumentalisation. J'aimerais compléter sur certains éléments. Je crois que comme ça a été dit au tout début, je crois que c'est Christophe Blanchet qui l'a dit par rapport au fait que vous soyez pas rattaché au pouvoir politique. Avant, on a évoqué l'ERSP. L'ERSP, pendant presque 2 ans, le patron de l'ERSP, c'était le secrétaire général du département. Prenez l'IRDP, la directrice de l'IRDP, si je ne me trompe pas, c'est la secrétaire générale adjointe de la CIP. Donc là, le lien est assez fort avec le politique. Je pense que vraiment, vous devez avoir cette distance par rapport... Enfin, moi, je ne vois pas le problème de coordination. Parce que je pense que le problème de coordination, on peut, du moment que les acteurs et les actrices acceptent de se mettre autour de la table pour pouvoir discuter du sujet, je pense que c'est pas un frein. Par contre, ce qui va être plus compliqué, c'est d'accepter de ne pas avoir un discours politiquement correct. Parce que sur la question de l'école à visée inclusive, on part du principe que, je l'ai dit, j'ai fait 2 jours de colloque, on part du principe, parce que ce sont les termes aujourd'hui au niveau légaux, c'est on intègre. Mais on ne va pas forcément voir quelle est la plus-value, enfin on intègre quels élèves, avec quelles difficultés, pour qui, pourquoi, etc. Mais le principe de base, c'est ceci. Sur la question du numérique, plus d'une fois où j'ai entendu, on va mettre le numérique. Mais pourquoi, pour faire quoi? Et avec quelle plus-value? Et c'est vrai que des fois, je pense que ce qui est plus compliqué, c'est le discours avec le politique. Et je fais juste la petite parenthèse que j'avais fait le lien au tout début par rapport à la question de la communication. Je pense que plusieurs d'entre vous connaissent les travaux autour du redoublement. La recherche sait que le redoublement ne sert pas à grand-chose. Le politique, normalement, devrait le savoir, sauf que le redoublement est toujours en place. Enfin, la question du redoublement est toujours en place. Et à quel point, finalement, en fait, la recherche pourrait faire changer le politique. Et c'est là où on voit justement la résistance sociétale, politique, et qui n'intègre pas forcément que la résistance du terrain. Merci. J'ajouterais que les chercheurs, ils travaillent avec le département, par exemple. On les appelle les experts. Les experts, il y en a partout. Il y en a beaucoup au département. On les prend pour qu'ils donnent les impulsions, rédigent même parfois des thématiques complexes, l'évaluation, l'inclusion, le concept 360 degrés. Ils sont à la base des réflexions. Ce qui est intéressant de voir, c'est que normalement, on devrait parler d'une co-construction où on peut être d'accord ou pas d'accord. Et là, ce n'est pas le cas. Les experts sont mandatés pour apporter un point de vue, nourrir les réflexions et même parfois même rédiger, mais le fruit de leur travail ne leur appartient pas, il appartient au département, et le département peut en faire ce qu'il veut, à vrai dire. Ce n'est pas une véritable co-construction,
mais la coordination, la collaboration, elle existe et c'est à ce niveau-là finalement que la recherche, l'expert, il est le plus utilisé. Il est rarement utilisé au niveau du terrain, au niveau des directions, d'établissements. Par contre, au niveau départemental, les liens sont très forts. Et ce qu'on peut interroger, c'est justement cette proximité avec le pouvoir. Monsieur. Fort, voilà. Moi, dans ce débat-là, ce qui me paraît le plus important à dire, c'est ce que soulignait Christophe Blanchet, c'est l'autonomie des chercheurs face à toutes les demandes qui lui sont adressées, d'où qu'elles viennent en fait. Ce qui n'empêche pas qu'il y a après aussi une responsabilité des chercheurs face aux usages qui peuvent être faits de leurs travaux. Je vous donne juste un petit cas très concret observé en France dans une école primaire. Un élève qui arrive de Guyane, il a 8-9 ans, Guyane française, il est pris en charge par sa grande sœur qui a 18 ans. Les parents sont restés là-bas, ils ont envoyé les enfants en métropole à Nantes. Et cet enfant qui a 8 ans, il n'a jamais été scolarisé. Donc l'État a échoué dans sa mission de scolarisation obligatoire. Mais au nom de l'inclusion scolaire, eh bien, il est mis dans une classe de CM1, donc fin de l'école primaire, sachant qu'il ne sait ni lire ni écrire. Et puis au nom de la différenciation pédagogique, qui est un thème qui a été porté par les sciences de l'éducation, peut-être mal compris, peut-être mal traduit, mais en tout cas c'est au nom de ce mot-là eh bien, que l'enseignant a comme outil à sa disposition, face à cet enfant qui ne peut pas suivre le cours normalement, de le mettre au fond de la classe avec des exercices à faire tout seul. Voilà, donc je trouve que c'est très important que la recherche soit autonome et qu'elle ne fasse pas des travaux qu'elle n'aurait pas décidé par elle-même. Mais après, il faut aussi qu'on se préoccupe de l'impact qu'on peut avoir, même contre notre gré, enfin, bien qu'on n'ait pas voulu cet impact, dans le monde social et dans l'éducation. Voilà. C'est pour ça que j'ai envie de vous redonner la parole pour que vous discutiez entre vous sur cette question-là de l'autonomie de la recherche. Bon. Moi, je ne sais pas ce que c'est l'autonomie de la recherche, en fait. J'aimerais vous... Moi, je vous renvoie la question. C'est quoi l'autonomie de la recherche? On est par rapport à quoi? Alors, évidemment, ok, on peut prendre les exemples de la recherche sur les cigarettes dans les années 50. C'est un peu la tarte à la crème. Mais la réalité, c'est plus... C'est quoi l'autonomie de la recherche? Je reprends l'exemple de l'invisibilisation des femmes dans la recherche médicale. C'est les gens qui ont fait de la recherche médicale, il y en a plein qui étaient des chercheurs curieux, honnêtes par rapport à leur propre pratique, qui ne se disaient pas le matin, mais en fait, je vais faire de la clinique, mais que pour les mecs, parce que voilà, c'est juste qu'ils le faisaient. Mais ils le faisaient parce qu'ils étaient pris dans des rapports sociaux particuliers et puis qu'ils ne se questionnaient pas radicalement sur les présupposés de leur recherche et sur le point de vue. Donc pour moi, la question, ce n'est pas d'être autonome, c'est je suis situé où, je construis mon argumentation, comment, et quel est l'espace spécifique d'échange scientifique dans lequel je peux confronter mes résultats et argumenter. Voilà. C'est ça, c'est pas dire je suis autonome, parce que l'université des années 60 était critiquée parce que c'était une tour d'ivoire. Maintenant, l'université ouverte aux 4 vents et à toutes les influences, etc., ouverte à certaines influences, au pseudo-marché, il faut aller chercher à gauche, à droite de l'argent, ce qui amène qu'au conformisme, au point qu'on fait maintenant des petites officines pour être créatif. Voilà. Non mais, c'est la situation. Mais moi, je vous renvoie donc, c'est quoi pour moi, l'autonomie n'existe pas. C'est annoncer ses intérêts, voir comment on construit à partir, effectivement, d'un point de vue particulier, et en quoi je fais science, et en quoi ça peut se confronter. En quoi est-ce que ma perspective, elle apporte quelque chose à la connaissance d'un phénomène.
C'est tout. Et là, on se retrouve dans la discussion scientifique. Non, je voulais quand même dire quelque chose. Parce qu'une fois que je repasse, après, je vais perdre la main. Non, mais moi, je n'ai pas vraiment... Alors, je rejoins votre point de vue, je trouve très, très intéressant. De nouveau, pour rebondir sur ce que je vis pour l'instant, et l'autonomie de la recherche, moi, j'apprécie beaucoup le travail qu'on est en train de faire maintenant, justement de partir du terrain vraiment basique. Et de s'interroger sur quels sont les objets qui pourraient faire un sujet de recherche, c'est-à-dire dans quelle mesure cette préoccupation-là du terrain, qui du coup me semble un peu autonome, parce que c'est une préoccupation concrète des gens qui sont acteurs sur le terrain, et c'est des petites choses. Et de là, comment est-ce qu'on peut construire quelque chose qui vaille peut-être pour quelque chose de plus large, etc. Et ce que je trouve aussi intéressant dans cette recherche participative, c'est le fait que les gens qui sont pris au départ sont tellement acteurs, en fait. Parce qu'en répondant à leurs besoins, et là je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, que la représentation des parents, c'est toujours les mêmes parents qui viennent, enfin je pense que ça s'applique à 100% des représentations, by the way. Mais là, justement, on a l'occasion d'aller creuser. On sort de ce genre de schéma. On a l'occasion d'aller vraiment parler aux gens. C'est pas remplir un questionnaire. Parce que je vous assure, en tant que parent, remplir des questionnaires, on en a rempli des milliers. Hein. Donc, mais c'est très détaché. Alors, de nouveau, c'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Et c'est vrai que du coup, c'est cette recherche un petit peu plus... Peut-être moins... moi, je la vois comme peut-être moins ambitieuse au départ, parce qu'elle ne va pas traiter d'un sujet énorme, mais en tout cas, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle change le fonctionnement, c'est qu'elle transforme. Et du coup, je trouve que là, pour la première fois, moi, je trouve que dans ces démarches-là, la recherche vraiment apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'on la met directement en application, parce que son but premier, c'est ça. Et voilà, ça, je trouve intéressant. Alors peut-être qu'elle est un peu plus autonome par ce fait-là, j'en sais rien. Une seule chose, pour moi, un chercheur ou un expert, comme on les appelle aujourd'hui, il doit être courageux. Voilà, moi c'est le courage de ses opinions, de dire à un moment donné que ce qu'il a permis de sa contribution et ce qui en est devenu ne lui convient pas, et de le dire peut-être publiquement, c'est de prendre la parole plus souvent dans les médias traditionnels. Ouais, c'est pas super recherche, etc. Mais oui, leur avis est intéressant pour tout un chacun. Il faut juste adapter un peu son langage. Et ça, c'est faire preuve de courage, c'est s'exposer. Pour enchaîner sur cette notion de courage et d'autonomie de la recherche, je pense qu'effectivement, alors il faut cette caractéristique du côté des chercheurs, mais je pense qu'il le faut aussi du côté de ceux qui sont interrogés. Imaginons qu'une recherche soit mandatée sur les établissements scolaires sont-ils bien gérés? C'est évident que suivant qui commande, c'est-à-dire qui paye, et comment seront diffusés les résultats, ça peut générer des biais absolument gigantesques. Donc je pense que le courage doit être partagé, c'est-à-dire que quelque part le contrat systémique doit être clair au départ. Ok, merci. Étant donné que la principale source d'information des élèves, c'est le numérique, est-ce qu'il faut intégrer le numérique dans la formation des élèves? Et si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'élève de désapprendre, étant donné que dans sa formation de base, il y a des éléments qu'il doit savoir sans forcément avoir recours au numérique? C'est juste la question que je voulais poser. Merci. Oui, alors merci de la poser, c'est notre crainte. Voilà, ça c'est disons, moi je suis dans un syndicat, le syndicat Sud, qui est très critique envers le numérique, et c'est une des raisons, votre question est une des raisons pour lesquelles nous sommes très critiques. Voilà, nous avons l'impression que ce qui a fait, en tout cas pour, alors je dirais ma génération, mais aussi les suivantes, parce que mes collègues
qui ont 30 ans de moins que moi, ils s'inquiètent aussi, ça me rassure quelque part, ils s'inquiètent aussi de ces choses. Donc c'est pas qu'une question générationnelle. On voit aussi toute une dislocation du savoir avec, dans certains enseignements, la disparition des disciplines. Dire une discipline devient quelque chose de fou et de ringard, de mis aux oubliettes. C'est des choses qui nous préoccupent. Donc moi, j'ai pas de réponse autre que de vous dire que c'est une préoccupation partagée, en tout cas, que celle que vous avez exprimée dans votre question. Et je vous remercie de l'avoir posée. Est-ce qu'il n'y a pas de solution proposée en tant que chercheur, vous, à votre niveau? Alors moi, je suis pas une chercheuse. Moi, je me bats tous les jours dans mes classes pour poser des définitions, des méthodes de travail, des choses de ce goût-là, et pour la défense des disciplines. Voilà, c'est ça ma réponse modeste dans mon exercice professionnel. Mais on sent bien qu'il y a toute une force qui vient à casser des choses qui ont pourtant fait leurs preuves, mais qui ont sans doute pour certaines personnes un petit air de naphtaline. Il y a aussi, alors je sais que c'est des concepts qui sont très sérieusement étudiés à l'université, d'interdisciplinarité et de transversalité. Là, aujourd'hui, je viens de gymnase où j'enseigne, où il y a toute une journée, comme dans tous les gymnases vaudois, sur la réforme de la maturité fédérale académique. Et il y a un article qui nous est proposé qui mélange joyeusement ce qu'est l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité. Et l'interprétation que nous avons faite, c'est que ça pourrait, ce mélange de concepts qui devrait quand même être clair pour des personnes qui, dans des instances supérieures, rédigent des textes sur la formation la plus élevée avant l'université, la maturité académique. On y voit là aussi peut-être possiblement une attaque aux disciplines, parce que quand on dit qu'un élément est transversal, ça veut dire quoi? Dans le canton de Vaud, on a une expérience très récente avec la disparition des grilles dans l'école de culture générale de la culture antique. Et il y a eu une forte mobilisation en défense de cette branche, et la réponse du département a été que la notion de culture antique allait être transversale. Donc on en ferait un petit peu en français, un petit peu en histoire, un petit peu en philosophie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais comme ça je vous donne au moins des exemples du terrain. Très rapidement, pour vous répondre sur le numérique à l'école obligatoire, ce qui nous est demandé de mettre en œuvre, c'est une éducation au numérique, pas de négation numérique. Donc on ne va pas créer des générations de programmeurs, mais avec une dimension d'éducation à la citoyenneté, de pensée computationnelle, enfin ce qu'on appelle, surtout dans les petites classes, le numérique débranché. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui est en train de se développer maintenant. On n'en voit pas du tout les effets pour l'instant. Il y a sur le territoire vaudois, il y a des états d'avancement très divers entre les différents lieux. Ça dépend de pas mal de paramètres aussi. Voilà, je tenais juste à apporter cet élément-là. Il faudra un peu de temps. Peut-être que ça mènera à la transdisciplinarité interdisciplinaire, je ne sais pas. Mais on va gentiment dans ce sens-là. Merci beaucoup pour vos questions, pour vos réponses et pour vos interventions. Je vais clore cette table ronde maintenant, puisqu'en fait, il y a la suite du programme qui est en cours, et ce qui explique que l'auditoire se vide aussi. Donc, je vous remercie chacune et chacun d'être venus, d'avoir discuté avec le public, d'avoir pris position aussi et présenté les organisations que vous représentez. Merci au public d'avoir été là, et pour la suite du programme, maintenant de Rebecca Shankland juste dans l'autre auditoire, puis c'est son atelier et l'Assemblée Générale ce soir. Merci beaucoup.